La mort de la regrettée actrice Hayden Panettiere a laissé de nombreuses personnes sous le choc et en deuil, alors que les enquêteurs continuent de reconstituer ce qui s'est exactement passé. Et maintenant, un nouvel éclairage est porté sur le petit ami de Panettiere, Brian Ickerson, avec de nouveaux détails stupéfiants sur leur relation apparemment tumultueuse, jusqu'au jour même où Hayden Panettiere est décédée. Y compris des témoignages directs de voisins et même de la propre mère de la défunte actrice alors qu'elle s'adresse au public pour la première fois. Nous sommes sur l'affaire présentée par Law & Crime. Je suis Chris Stewart. Cela fait un peu plus d'une semaine que Hayden Panettiere est décédée. La défunte actrice, connue pour tant de rôles à succès, ayant joué dans des séries et des films comme Le plus beau des combats, Ice Princess, Heroes et Nashville, et ce ne sont là que quelques exemples. Et on peut voir, à travers tous les hommages qui affluent de la part de ses proches, de ses fans, de ses collègues célébrités, qu'elle a touché d'innombrables vies, non seulement par son travail sur grand écran, mais aussi, franchement, parce qu'elle était si vulnérable. En parlant publiquement des difficultés qu'elle a rencontrées avec la dépendance, la dépression postpartum et même la violence domestique. Et en même temps, les gens continuent de pleurer la perte de Hayden Panettiere à seulement 36 ans. Et les gens cherchent aussi des réponses sur ce qui s'est exactement passé le jour de sa mort. À ce jour, il y a toujours une enquête en cours, menée par le service de police de la ville de Greenville, en Caroline du Sud, et la DEA est impliquée au niveau fédéral. Nous attendons également toujours les rapports toxicologiques. Ce sera très important lorsqu'ils arriveront, mais cela peut prendre de quelques semaines à plusieurs mois pour être finalisé. Et bien qu'aucune arrestation n'ait encore été effectuée en lien avec la mort de Panettiere, il y a de nouveaux détails concernant sa relation toxique présumée avec un homme nommé Brian Ickerson, et ces allégations sont maintenant mises en avant. Cela inclut un passé de violence domestique que Hayden a déjà évoqué publiquement par le passé. Et plus récemment, sa propre mère a accusé Ickerson d'avoir mis en gage les affaires de Hayden Panettiere. Et souvenez-vous, il était également présent sur les lieux lorsque Hayden a été retrouvée inconsciente. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, les spéculations vont bon train sur la possibilité qu'il ait pu jouer un rôle dans ce qui est arrivé à Hayden. Nous voulons être clairs. Aucune poursuite pénale n'a été engagée pour l'instant, et il n'a été accusé d'aucun crime. Également, dans un instant, Lisa Miller, détective à la retraite et ancienne enquêtrice en chef, sera ici pour parler un peu de ce qu'implique une enquête comme celle-ci. Mais d'abord, je veux passer en revue tout ce que nous savons jusqu'à présent sur ce qui est arrivé à Hayden Panettiere. Donc, selon un rapport de TMZ, Hayden et Brian Ickerson, âgés de 37 ans, se sont rendus ensemble à Greenville, en Caroline du Sud, le 15 août. Et c'est là qu'ils ont loué un Airbnb. Maintenant, son frère s'appelle Zach et il séjournait dans son propre Airbnb dans la région de Greenville. Donc, ensuite, nous passons au 16 août. Donc, un jour après leur arrivée en Caroline du Sud, Zach a dit à TMZ qu'il essayait d'entrer dans l'Airbnb de Brian et Hayden après être revenu de l'église, puisqu'ils avaient apparemment prévu d'aller déjeuner et de jouer au golf en salle après l'église. Il a ensuite déclaré à la publication, je cite, j'ai frappé fort, ce qui a apparemment réveillé Brian d'une sieste qu'ils faisaient tous les deux sur le canapé-lit dans le salon. Quand nous sommes entrés et avons essayé de réveiller Hayden pour le déjeuner, nous avons réalisé qu'elle était inconsciente. Fin de citation. Zach aurait appelé le 911, et vers 13h51. Il dit à la police que Hayden ne répondait pas et était en arrêt cardiaque, avec l'audio des communications diffusées dans l'affaire indiquant qu'il s'agissait apparemment d'une overdose. Mais à ce stade, aucune cause officielle du décès n'a été communiquée pour Hayden Panettiere. Au même moment où Zach appelait le 911, Brian, le petit ami, aurait administré du Narcan à l'actrice. C'est ce médicament nasal qui peut être utilisé pour inverser les effets d'une overdose d'opioïdes. Zach a déclaré à TMZ que les frères ont pratiqué la réanimation cardio-pulmonaire sur Hayden pendant qu'ils étaient au téléphone avec le 911, en haut-parleur, en attendant l'arrivée des pompiers et des services médicaux d'urgence. 7 minutes plus tard, les premiers intervenants arrivent sur les lieux et commencent les mesures de sauvetage. Mais tragiquement, Hayden Panettiere a été déclarée morte sur place à 14h32. Selon un rapport de police cité par CNN, un officier sur place a interrogé les frères qui ont déclaré avoir appelé le 911. L'officier aurait d'abord parlé avec Zach Ickerson, qui a indiqué que Hayden était la petite amie de son frère. Page Six cite également le rapport, selon lequel Brian a ensuite remis aux forces de l'ordre, je cite, un sac de médicaments que Hayden prenait au moment de sa mort, bien que les noms des médicaments aient été caviardés. Mais il y aurait eu 9 médicaments différents répertoriés. De plus, du Narcan aurait également été trouvé sur les lieux à l'arrivée des premiers intervenants. Le rapport de police indique également que Zach était, je cite, très ému pendant que le personnel médical tentait de réanimer Hayden.
mais que Brian est devenu visiblement ému qu'après que Hayden Panettiere a été déclarée morte. La police a déclaré que l'enquête préliminaire n'indiquait aucun signe d'intervention criminelle ou de circonstances suspectes, et que l'autopsie initiale n'avait pas non plus révélé de signes de traumatisme physique ou d'intervention criminelle. Mais comme nous l'avons mentionné plus tôt, cette enquête reste en cours auprès du service de police de la ville de Greenville, en collaboration avec la DEA, TC. Sur cette chaîne, nous parlons de crime, d'enquête et de justice. Pourtant, une menace reste rarement à la une des journaux. Les informations personnelles qui sont collectées et vendues à votre sujet en ligne. Si je vous disais que votre adresse, votre email, votre numéro de téléphone et même des informations sur votre famille sont achetées et vendues en ligne sans que vous le sachiez. Chaque jour, des courtiers en données et des sites web publics collectent, publient et vendent des informations personnelles. Cela peut entraîner du spam, des arnaques, le vol d'identité et peuvent compromettre votre vie privée. C'est pourquoi j'aime Incogni. Saisissez votre email et Incogni détecte automatiquement où vos données sont exposées, puis envoie des demandes de suppression pour vous. Le tableau de bord de l'application vous fournit des rapports détaillés indiquant exactement où vos données ont été supprimées et, avec l'abonnement illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos informations personnelles. Et les experts d'Incogni en protection de la vie privée s'occuperont du reste. La mise en route ne prend que quelques minutes. Et après une autorisation ponctuelle, Incogni fait le plus gros du travail pour vous. Reprenez dès aujourd'hui le contrôle de votre vie privée. Utilisez mon code spécial pour bénéficier 60% de réduction sur tout abonnement annuel Incogni, avec en plus une garantie de remboursement de 30 jours. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous pour commencer à supprimer vos informations personnelles d'Internet. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne vous trouvent pas. Page 6 rapporte que des policiers se sont présentés au domicile de la grand-mère de Brian et Zach Ickerson le mardi 19 août, 3 jours après le décès de Hayden Panettiere. Aujourd'hui, elle vit à environ 8 km de cet Airbnb de Greenville, en Caroline du Sud, où Hayden est décédé, et les deux frères auraient été aperçus au domicile familial. Des policiers ont été vus en train de frapper à la porte vers 8h20 du matin et n'ont pas reçu de réponse, malgré le fait que Page Six rapporte que Zach était à la maison à ce moment-là. Ensuite, les agents seraient revenus au domicile 1 heure et demie plus tard et ont fait le tour par l'arrière pour effectuer, je cite, une vérification pour s'assurer que tout allait bien. Ils sont repartis après environ 10 minutes, bien qu'il n'ait pas été confirmé si la visite était liée à l'enquête. Rappelez-vous, d'autres analyses toxicologiques et examens sont également en attente pour déterminer ce que Hayden Panettiere avait dans son organisme au moment de son décès. Et cela pourrait prendre de plusieurs semaines à plusieurs mois. Dans un communiqué publié jeudi, les avocats de Brian Ickerson ont déclaré, je cite, la mort de Hayden fait toujours l'objet d'une enquête. Et il est important de laisser cette enquête suivre son cours, comme cela a été rapporté publiquement. Veuillez confirmer qu'il n'y avait aucun signe d'intervention criminelle. Fin de citation. Donc pour l'instant, il n'est pas clair s'il y aura une quelconque arrestation en lien avec ce qui est arrivé à Hayden Panettiere, mais nous apprenons de nouvelles informations à ce sujet. Franchement, un passé troublé entre la défunte actrice et Ickerson. Maintenant, Panettiere avait accusé Ickerson de violence domestique, en particulier dans ses mémoires, il y a seulement quelques mois. Elle a écrit, je cite, ce que je ne leur ai jamais dit, c'est que les violences que j'avais subies ne me semblaient pas aussi terribles que l'idée d'être seule. Fin de citation. Le New York Times rapporte qu'en mars dernier, Panettiere aurait engagé des agents de sécurité pour tenir Ickerson à l'écart. C'est la même personne avec qui elle a été retrouvée le jour de sa mort. Des documents judiciaires révèlent qu'il a été condamné à 45 jours de prison en avril 2021, après avoir plaidé sans reconnaître sa culpabilité pour 2 chefs d'accusation criminelle de violence domestique pour avoir blessé Panettiere. Cette condamnation était également assortie d'une ordonnance de protection de 5 ans qui a expiré en avril dernier. Ickerson est même sorti s'excuser après la parution de ses mémoires, affirmant qu'il était vrai qu'il traversait une période sombre, marquée par des problèmes de dépendance, et que, je cite, c'était quelque chose de terrible que je lui ai fait. Fin de citation. Le New York Times rapporte. En août 2022, Ickerson a été reconnu coupable d'avoir enfreint les conditions de sa probation après que lui et Panettiere ont été filmés lors d'une bagarre avec d'autres personnes devant l'hôtel Sunset Marquis à West Hollywood. Et il a dû suivre un programme de traitement de la violence domestique d'une durée d'1 an, assister à des réunions des alcooliques anonymes et suivre des dizaines de séances de gestion de la colère. Tout cela selon les dossiers du tribunal. Il a même essayé de faire réduire ses condamnations pour crimes en délit en 2025, mais cela n'a pas abouti, avec une autre tentative aussi récente que ce mois-ci, selon les dossiers du tribunal, également sans succès. Maintenant, nous avons un aperçu de la gravité de certains de ces incidents présumés de violence domestique. Mia Tarazas, une voisine de Hayden Panettiere à West Hollywood, en Californie,
a déclaré à Page Six lors d'une interview qu'elle avait vu Hayden. Avec des marques rouges vives et des ecchymoses visibles, elle a été sortie de son appartement de Los Angeles sur une civière à 2 reprises, en 2023 et 2024. Donc, vous voyez ces accusations s'accumuler année après année. Tarazas a déclaré à Page Six, je cite, il semblait qu'elle avait été battue. Il ne m'a pas semblé que cela pouvait être autre chose, fin de citation, ajoutant que Hayden Panettiere semblait souvent, je cite, meurtri. Selon TMZ, l'association de copropriété de Panettiere avait également affiché, en 2025, des posters d'avertissement avec le visage de Hickerson, incitant les gens à appeler immédiatement le 911 pour signaler qu'il était en train de pénétrer illégalement sur les lieux. Cette voisine a également déclaré à Page Six qu'elle avait appelé la police à plusieurs reprises pour signaler la présence de Hickerson chez Panettiere, bien que, selon elle, Brian revenait sans cesse. Et maintenant, nous entendons la mère de Panettiere. Cette femme s'appelle Leslie Vogel, et elle donne également sa propre version de la relation du couple. La semaine dernière, Vogel a déclaré à NBC News, je cite en partie, cette personne dans sa vie dont nous essayons de nous débarrasser depuis un certain temps était avec elle à sa mort, et c'était Brian Hickerson. Je pense qu'Hayden était une personne incroyablement talentueuse dans de nombreux domaines. Et je pense que les jeunes qui grandissent dans l'industrie du divertissement, c'est difficile. Et c'est une industrie très difficile. Et il n'est pas rare qu'ils prennent malheureusement le mauvais chemin. Je pense qu'il devient très difficile de rester fidèle à soi-même. Et je pense que Hayden, malheureusement, s'est égarée et j'aurais aimé que ce soit autrement. J'aurais aimé qu'elle soit restée fidèle à elle-même, parce qu'elle avait tellement de qualités incroyables. Fin de citation. Maintenant, Vogel a répondu aux critiques concernant cette déclaration lors d'une interview dans l'émission Good Morning America This Week. Rappelez-vous, je veux dire, c'était une mère qui parlait de sa fille, même si elle n'avait pas une relation très proche au moment du décès de Hayden. Mais voici ce que Vogel a dit à GMA. Je cite. Je dirais à mes détracteurs que vous n'avez pas le droit de me dire comment je dois faire mon deuil de la perte de mon deuxième enfant. Ça me regarde. Dans la même interview, Vogel a déclaré à Good Morning America que Panettiere et Hickerson se sont rapprochés en 2018, après qu'elle a cédé la garde exclusive de sa fille à son ex-fiancé, le champion de boxe poids lourd de longue date, Vladimir Klitschko, à la suite des difficultés de Panettiere avec la dépression postpartum, qui ont dégénéré en une dépendance à l'alcool et aux opioïdes. Vogel a déclaré, je cite, je pense qu'elle a eu des difficultés et Brian est entré dans sa vie. Elle était vulnérable. Elle a déclaré au Daily Mail, dans une interview séparée publiée ce week-end, que la relation est devenue profondément codépendante alors que la drogue aurait fait partie de leur vie. Maintenant, dans une interview accordée au New York Times, la mère de Hayden a déclaré qu'elle s'est inquiétée lorsque Brian Hickerson, qui aurait déposé le bilan en 2022, avait mis en gage certains des objets de Panettiere, y compris une guitare vintage. Le New York Times a également déclaré avoir vérifié cette information de manière indépendante grâce à leurs propres sources. Vogel a également déclaré au New York Times que Panettiere elle-même semblait choquée lorsqu'elle a découvert que certains de ces objets se trouvaient dans le box de stockage de Hickerson. Vogel a dit qu'elle et Hayden finiraient par se brouiller, en partie à cause de sa tentative d'empêcher Hickerson d'entrer dans la vie et les finances de sa fille. Et au moment du décès de Panettiere, le New York Times affirme que Panettiere et sa mère étaient brouillés depuis des mois. Vogel a déclaré au New York Times, je cite, elle était courageuse, c'était une battante. Mais au fond d'elle-même, je pense que Hayden était extrêmement vulnérable. Vogel a également déclaré à ABC News, en partie, je cite, elle savait que Brian était toxique. Elle savait qu'elle devait le sortir de sa vie. Maintenant, dans une interview que Vogel a accordée au Daily Mail, cette interview a également été publiée ce week-end, Vogel a affirmé qu'elle avait parlé avec un policier sur les lieux du décès de Hayden Panettiere. Et elle a demandé s'il y aurait une enquête supplémentaire. Et Vogel affirme que l'officier a mentionné le nom de Brian Hickerson et que Vogel aurait dit à l'officier qu'elle pensait qu'il serait coupable. Encore une fois, aucune accusation n'a été portée dans cette affaire et Brian Hickerson n'a été accusé d'aucun acte répréhensible. Vogel a également déclaré au Daily Mail qu'elle trouvait la chronologie des événements de Brian, je cite, pleine de zones d'ombre, notamment lorsqu'il aurait trouvé Panettiere inconsciente. Vogel a déclaré, je cite, je ne comprends pas comment on peut faire une sieste à côté de quelqu'un qui est en train de mourir sans se rendre compte que quelque chose ne va pas. Comment est-ce possible? Nous continuerons à souligner qu'aucune personne n'a été impliquée pénalement dans la mort de Hayden Panettiere. Brian n'a été accusé d'aucun crime lié à cet incident. Et bien sûr, c'est aux forces de l'ordre de prendre une décision finale. En attendant, nous allons surveiller de près tous les nouveaux détails qui pourraient émerger au fur et à mesure que l'enquête progresse.
Encore une fois, ces tests toxicologiques pourraient prendre des semaines, voire des mois, mais ils seront extrêmement importants pour cette enquête et pour comprendre ce qui est arrivé à Hayden Panettiere. Pour en parler davantage, nous recevons maintenant l'enquêtrice principale et détective à la retraite, Lisa Miller. C'est toujours un plaisir de vous avoir ici sur Law and Crime. Vous savez, c'est tellement triste, parce que je pense que nous avons tous, que ce soit avec le plus beau des combats ou en regardant la série Heroes, vu à quel point Hayden Panettiere était talentueuse et a apporté de la joie à tant de gens. Et pourtant, c'est une fin tellement tragique. Et maintenant, du point de vue des forces de l'ordre, il y a cette question. Est-ce qu'on part de quelque chose de criminel? Et nous attendons les résultats du test toxicologique, qui sera très important dans l'enquête. Mais alors que nous attendons cela, si vous êtes un détective sur cette affaire, à quoi faites-vous attention en ce moment? Eh bien, d'abord, nous devons nous rappeler une chose. Et je vais faire ici une remarque qui vaut en fait pour tant d'affaires très médiatisées en ce moment. Et une enquête n'est pas une accusation, n'est-ce pas? L'enquête est nécessaire et parfois elle élimine toutes ces possibilités que nous examinons. Et ici, nous avons une histoire très compliquée. Nous avons une jeune star talentueuse et dynamique qui, de son propre aveu, avait du mal à gérer divers problèmes. Elle avait du mal à lutter contre une dépendance à l'alcool et aux substances. Nous savons, d'après ses propres aveux et les rapports de police, qu'il y avait de la violence conjugale dans cette relation. Très probablement, nous sommes face à un schéma de contrôle coercitif entre elle et Brian, cette relation qui allait et venait. Nous la voyons se manifester en mai. Et mai est un point intéressant. Si j'examine la victimologie de Haid en remontant dans le temps, et c'est l'une des choses que les enquêteurs vont faire, c'est que je vais examiner de très près cette période de mai. Parce qu'en mai, elle s'était exprimée, elle parlait de tous ces défis que beaucoup d'entre nous n'auraient pas le courage d'admettre dans nos vies, là où nos vies ont pris un mauvais tournant ou un tournant triste. Et la voilà qui fait preuve de force et qui admet ces choses, parlant d'une relation conflictuelle, difficile et éprouvante avec sa mère, avec ses problèmes de dépendance, avec la violence domestique. Et même les reportages montrent qu'elle avait demandé à son service de sécurité ou que quelqu'un avait donné l'instruction à la sécurité de tenir Brian à l'écart d'elle pendant sa tournée de promotion du livre. Quelques jours avant la mort de Hayden, nous savons qu'il y a eu une audience où la sobriété de Brian a été évoquée et remise en question lors de cette audience. Et puis, seulement quelques jours plus tard, alors qu'on demandait aux gens de tenir Brian à l'écart d'elle, la voilà qui voyage avec lui à travers le pays et ensuite, elle est morte. Donc, je vais examiner beaucoup de choses et la chronologie est un point important. Qu'a dit Brian au moment où la police est arrivée? Qu'a-t-il dit sur les circonstances? Nous savons qu'il y a une vidéo de ce complexe où il séjournait. Et selon les rapports de police, il existe une vidéo montrant Brian, son frère et Hayden aller et venir. J'affine la chronologie et je vais poser des questions sur ces médicaments. Qui les a prescrits? Oui, les médicaments, c'est intéressant. Vous savez, elle, encore une fois, d'après ses propres aveux, la dépression postpartum, c'est quelque chose avec lequel elle a eu du mal. Je veux dire, on pense juste au traumatisme d'avoir été dans plusieurs relations où il y a eu des accusations de violence domestique, vous savez. Pas seulement avec son petit ami actuel, mais il en a aussi parlé dans ses relations passées. Et puis il y a les problèmes de dépendance. Vous savez, elle aussi, même si elle est relativement jeune, on lui a prescrit 9 médicaments. On ne sait pas lesquels. Ces informations ont été caviardées dans le rapport de police, mais rien que ce nombre, d'un point de vue des forces de l'ordre, qu'est-ce que ça vous dit? Eh bien, je regarde cela et nous savons, d'après les rapports, qu'elle avait certains problèmes de santé. Et je crois que sa mère avait même fait des commentaires sur des problèmes de santé qui étaient peut-être causés par certaines de ses autres dépendances. Je crois qu'il y a eu un accident lors d'un des tournages qu'elle a fait qui lui a causé des douleurs. Je veux regarder précisément ce qui lui a été prescrit. Une fois que le rapport toxicologique sera disponible, je veux vérifier si tout correspond. Mais en attendant, pendant que j'attends, j'examine les comprimés et je regarde qui les a prescrits. Quels comprimés se trouvaient dans les boîtes? Ou bien, est-ce que ce sont les bons comprimés? Je veux dire, est-ce que ce sont les comprimés qui sont censés être dans ces boîtes? Parce que beaucoup de gens mélangent tout ça.
On ne peut pas simplement regarder la boîte et être sûr de ce qui vient à l'intérieur. Si j'ai le moindre doute sur le fait que ces comprimés soient des contrefaçons, je vais les faire analyser. Je demanderai au procureur de m'aider pour ça. Je compte combien il y en avait, combien elle aurait dû en avoir. Et je chercherai des preuves de nettoyage dans l'appartement. Je vais chercher des preuves que peut-être quelqu'un d'autre lui fournissait d'autres choses pendant que j'attends les résultats de la toxicologie. Et tu sais, il y a tellement de choses tristes dans cette histoire. Mais c'est, tu sais, malheureusement, sans vouloir regrouper les tragédies, mais tu penses à Matthew Perry, tu sais, la regrettée star de Friends. Tu peux même remonter à une situation comme celle de Michael Jackson, où il est, tu sais, mort d'une overdose. Et il y a ce genre de situation où des célébrités, pour toutes sortes de défis qu'elles traversent, et je suis sûr que cela arrive aussi à des gens qu'on ne connaît pas, mais il y a cette sorte de tendance, si on veut l'appeler ainsi, avec, tu sais, une célébrité qui prend beaucoup de médicaments. Et puis tu te demandes simplement, comme tu l'as dit, qu'est-ce qui se passait d'autre là-bas? Tu sais, quel était le dosage? À quoi cette personne avait-elle accès? Et on ne sait pas, dans le cas particulier dont on parle, si cette personne avait accès à d'autres médicaments qui pourraient ne pas figurer dans le rapport de police. Quand il s'agit d'une overdose, et je pense que malheureusement, il y a des gens qui vont regarder et dire d'accord, c'était une overdose, puis ils passent à autre chose. Mais du point de vue des forces de l'ordre, quand quelqu'un fait une overdose, et on ne sait pas officiellement si c'est ce qui s'est passé ici, même si cela a été suspecté, qu'est-ce que vous examinez qui pourrait être criminel dans une situation d'overdose? Ce n'est pas juste un cas où c'était peut-être un accident, mais si ce n'est pas ça, qu'est-ce que ça pourrait être? Eh bien, la criminalité que j'examine, c'est l'enquête sur Matthew Perry, qui est un très bon exemple à considérer. Nous avons des médecins qui prescrivaient trop, attirés par l'appât du gain et cherchant à gagner plus d'argent. Peut-être l'incapacité de dire non. Je cherche à voir qui entretenait sa dépendance, qui lui en fournissait. J'examine des applications comme Telegram, Signal, WhatsApp pour voir quel message secret, peut-être illicite, était échangé. Qui lui fournit quoi? Cela devient criminel quand on va au-delà de l'ordonnance d'un médecin, n'est-ce pas? Et il y a des personnes dans son entourage, peut-être quelqu'un qui essayait d'exercer une certaine forme de contrôle sur elle, qui la fournissait, répondait à ses besoins pour la rendre plus dépendante d'eux. C'est l'une des choses que nous devons examiner. Brian et ses antécédents de violence domestique dans cette affaire ne signifient pas qu'il est coupable. Mais c'est quelque chose que nous devons examiner de très très près et de façon très rigoureuse, juste pour voir quelle pression il aurait pu exercer. D'une manière générale, vous savez, quand on pense au fait d'entretenir l'addiction de quelqu'un, ce mot en particulier, il peut y avoir un cas où une personne lutte contre une addiction, et malheureusement pour elle, elle ne peut pas s'arrêter. Et il trouve un moyen de gérer cela. Et cela peut être l'alcool, cela peut être la drogue. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui peuvent en parler, vous savez, de première main, ou peut-être que cela a touché leur famille. Mais à quel moment cette complaisance devient-elle criminelle? Je sais que par exemple, un médecin, s'il prescrit quelque chose, vous savez, en utilisant son pouvoir de médecin pour donner à quelqu'un plus de médicaments qu'il n'en a réellement besoin, comme nous l'avons vu dans le cas de Matthew Perry, eh bien, c'est criminel. Mais même si vous avez quelqu'un comme un partenaire, et dans ce cas, vous savez, une relation qui semblait avoir été toxique, pour dire le moins, avec beaucoup de hauts et de bas, c'est certain. À quel moment cette complaisance devient-elle criminelle? Quand vous allez dans la rue, quand vous allez vers des sources illicites, vous savez, autres qu'un médicament prescrit légalement, et que vous obtenez des pilules pour quelqu'un, surtout avec la crise du fentanyl que nous connaissons, vous pouvez aller n'importe où, chez votre pote, chez le dealer de vue, et vous ne savez pas ce que vous obtenez. Et quand vous savez que quelqu'un a des difficultés et que vous fournissez des doses particulièrement élevées de médicaments, et vous le faites encore et encore et encore. C'est là que nous commençons à examiner de très près le caractère criminel de ces actes. Qu'est-ce que vous pensez du fait que la naloxone soit déjà présente à la maison? Et ça, vous savez, pour les personnes qui luttent contre la dépendance, c'est un outil inestimable qui peut être utilisé. Vous savez, pour ramener quelqu'un à la vie, sans aucun doute. Mais le fait qu'elle était déjà dans la maison, qu'est-ce que cela vous dit en tant que membre des forces de l'ordre? Eh bien, il y aura des questions difficiles que je vais poser, mais franchement, nous savons par les propres mots de Hayden qu'elle avait consommé et abusé des opioïdes. Donc, le fait qu'elle ait du Narcan avec elle, franchement, c'est tout à fait légitime d'en avoir sur soi quand on lutte contre ce genre de problème.
Donc, même si les forces de l'ordre doivent poser des questions difficiles, cela ne procède pas forcément de jugement de valeur. C'est une bonne décision, responsable, d'avoir cet outil particulier avec soi. Et cela peut sembler être une question bête, pardonnez-moi, mais vous savez, est-ce que le Narcan est quelque chose, parce que je l'ai déjà vu dans une vie antérieure, à travers des reportages que j'ai couverts, vous savez, des personnes, par exemple, qui peuvent être dépendantes à l'héroïne, qui ont besoin de Narcan pour les ramener à la vie. Vous savez, on voit ça dans la rue tous les jours. Mais même avec, par exemple, un médicament sur ordonnance. Et on ne sait pas si cela lui avait été prescrit, mais pour les médicaments sur ordonnance, c'est comme le Narcan. Quelqu'un qui, peut-être à cause d'une douleur, et je ne sais pas, mais à cause d'une blessure douloureuse, on lui a prescrit cet opioïde pour l'aider à gérer la douleur, devrait quand même avoir du Narcan sur lui. Si c'est quelque chose avec lequel tu as déjà eu des difficultés par le passé, en ce qui concerne l'addiction, C'est ça. Ça peut pas l'aider si elle a une prescription légitime, mais qu'elle en prend trop. Et on ne sait pas et on ne saura pas, avant d'avoir les résultats toxicologiques, quelles combinaisons sont en jeu. Est-ce qu'on a affaire à trop d'alcool et un comprimé de quelque sorte, ou plusieurs comprimés, donc une combinaison toxique? Mais oui, le Narcan peut les sortir d'une situation de overdose s'ils prennent un médicament prescrit et qu'ils en ont pris trop. Mais le fait que le Narcan ne fonctionne pas ne signifie pas nécessairement qu'ils n'en avaient pas pris et n'en auront pas dans leur organisme lorsque les résultats de la toxicologie reviendront. donc vous savez, on entend souvent dire, d'accord, les résultats tombent. Et on entend souvent parler, vous savez, des résultats eux-mêmes. Mais par exemple, si vous étiez le détective sur cette affaire, ou si les résultats toxicologiques pour Hayden Panettiere tombent, qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que ce document vous indique précisément lorsque vous le recevez du médecin légiste? Eh bien, cela va m'indiquer les taux de ce qu'elle avait dans son organisme. Avait-elle des taux thérapeutiques de ce qui lui avait été prescrit? Avait-elle d'autres substances en plus de ce qui lui avait été prescrit? Avait-elle également un taux élevé d'alcool dans son organisme? Cela va me dire si elle avait des taux toxiques de quoi que ce soit, plus que ce qu'elle aurait dû prendre, et si cela a réellement conduit à sa mort. Une fois que je saurais ce qu'elle avait dans son organisme au moment de son décès. Alors, les enquêteurs de la police, probablement en collaboration avec la DEA dans ce cas, parce que nous ne savons pas est-ce qu'ils ont apporté ces drogues, quelles qu'elles soient, de Californie en Caroline du Sud. Ils vont commencer à remonter la piste depuis le corps de Hayden jusqu'à la source pour découvrir d'où vient ce qu'elle a dans son organisme. Et c'est là que la preuve numérique est particulièrement importante en ce moment. Quand je parle de ces applications que les gens utilisent, cette trace numérique, est-ce que quelque chose a été effacé? C'est un indice de culpabilité si les messages disparaissent. Mais nous examinons aussi, comme je l'ai dit, l'application Telegram, l'application Signal, WhatsApp, pour voir quel type de communication ont lieu. Y a-t-il des transactions financières? Je veux commencer à examiner l'aspect financier de tout ça, parce qu'on n'obtient pas ces drogues gratuitement. Est-ce qu'ils fournissent de l'argent à un fournisseur quelque part? Donc, je commence à remonter la piste une fois que je sais exactement ce qu'elle avait en elle. Vous savez, malheureusement, les overdoses arrivent. Et il y a probablement un chiffre quelque part sur combien il y en a chaque jour dans ce pays. Peut-être que c'est quelqu'un qui vit dans la rue, mais il y a aussi des personnes comme Hayden Panettiere et beaucoup d'autres qui, vous savez, mènent une vie normale, mais qui luttent quand même contre l'addiction. Comme quand vous avez une affaire comme celle-ci qui attire beaucoup d'attention, compte tenu de qui elle était, à quoi ressemble cette enquête dans beaucoup de services, beaucoup d'agences, comparé à ce que l'on voit malheureusement souvent quand il ne s'agit pas d'une célébrité? Ces affaires reçoivent beaucoup plus d'attention compte tenu de qui elle était. Nous avons des gens qui meurent tous les jours, beaucoup qui meurent chaque jour dans nos rues. Je veux dire, on peut traverser les rues de Denver aujourd'hui et voir de la consommation de drogue en plein air. C'est un triste constat en ce moment. Et souvent, franchement, on ne voit pas l'enquête remonter aussi loin quand il s'agit de quelqu'un qui est sans abri et qui lutte contre des problèmes d'addiction courants. Il se peut que nous n'ayons pas les mêmes ressources allouées à cette enquête que celles qui ont été consacrées à l'enquête pour Hayden ou Matthew Perry ou quelqu'un comme ça. Ouais, c'est aussi une triste réalité dans cette histoire, tu sais. On en parlait tout à l'heure. Je veux dire, tu te souviens d'elle dans Le plus beau des combats et à quel point elle était une star. Et c'est juste un autre cas tragique de quelqu'un qui a rendu tant de gens heureux grâce au rôle qu'elle a joué, mais qui a souffert à tellement de niveaux différents. Tu sais, et il semble aussi qu'elle s'est vraiment battue contre ça. Tu sais, elle s'est vraiment battue. On dirait qu'elle a tout essayé. Mais tu sais, malheureusement, c'est juste une affaire terrible,
avec beaucoup de questions sans réponse. On verra quand le rapport toxicologique sera disponible. Je sais que ça peut prendre des semaines, parfois des mois. Donc c'est une histoire que nous allons suivre de près. Lisa Miller, c'est toujours un plaisir de vous avoir ici sur Law & Crime. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup, Chris. C'est tout pour cette édition de On the Case présentée par Law & Crime. Abonnez-vous sur YouTube et Spotify. Nous sommes également en streaming sur Peacock. Je suis Chris Stewart. On se retrouve la prochaine fois.